Merci beaucoup, Manuel. Merci pour cette invitation à parler de Learning Lab. Comme je le disais en aparté avant de me connecter. En fait, c'est un travail que j'ai fait en parallèle à mes travaux sur le jeu, en raison de certaines opportunités, puis besoins surtout, qui s'étaient fait sentir lorsque j'étais à l'université de Fribourg. Alors, je vais aborder la question de ce que c'est qu'un learning lab pour nous, parce qu'effectivement, c'est un objet qui n'est pas encore très bien défini. C'est le terme learning, enfin, l'expression learning lab est très polysémique et je pense que les personnes l'utilisent avec des sens différents. Mais ce qui va m'intéresser, c'est un peu quels sont les moteurs, les motivations à mettre en place un learning lab, c'est le pourquoi tout attaché. La question sur laquelle je vais insister, c'est probablement le comment, c'est-à-dire le travail qu'on a mis en place à Fribourg, puis à Genève et dans les universités partenaires avec lesquelles on a travaillé, puis le pourquoi, puis à quoi ça sert cette affaire-là et quels sont les effets qui sont attendus. Mais je n'aborderai pas la question de l'impact ou des effets parce que euh, enfin, si je l'aborderai, mais de manière très incidente, dans le sens où les choses se mesurent sur le long terme, on n'a pas suffisamment de recul pour l'instant pour dire de quoi il retourne. Alors, ce qui est au cœur de la question, me semble-t-il, c'est la question de l'innovation pédagogique. Donc, je voudrais commencer cette présentation en abordant quelques points sur ce qu'est l'innovation pédagogique et en quoi il peut y avoir des liens entre Learning Lab et innovation pédagogique. Je vais peut-être le faire en vous racontant une petite histoire cette histoire va me permettre de déconstruire un premier mythe. Je vais essayer de fonctionner par mythe, hein. Je vais essayer de regarder différents mythes autour de l'innovation pédagogique. Là, je vais commencer par un premier mythe. Alors, cette image, peut-être certains la connaissent, elle a été publiée dans un bouquin de Larry Cuban qui s'appelait Oversaw and the Use. Larry Cuban, c'est un inspecteur qui a travaillé dans la Silicon Valley et qui a étudié un peu les premiers dispositifs numériques qui étaient mis en place. Et il disait dans son bouquin, ils étaient très vendus, mais très peu utilisés. Et il s'intéresse en fait à la question des rapports des individus aux technologies éducatives. Alors, l'image que vous voyez, c'est en fait l'innovation pédagogique dans le sens où ce que vous voyez, c'est un cours de géographie, mais pas un cours si ordinaire que ça, parce qu'il se déroule dans un avion. Et ça se passe en 1933. En fait, là, vous voyez que les promoteurs de cette innovation, je ne sais pas si c'est l'enseignante, probablement pas elle toute seule, mais en tout cas, les promoteurs de cette innovation avaient eu l'idée d'utiliser la meilleure technologie possible en 1933 à l'avion pour enseigner la géographie. Alors, on sait peu de choses hein, sur les motivations, mais on peut imaginer que ce qui les intéressait, c'était de dire la géographie nécessite qu'on prenne de la hauteur et puis qu'on voit les paysages ou les espaces de loin. Et donc, on va mettre des élèves dans un avion et puis peut-être on va améliorer, on va innover et puis on va améliorer l'apprentissage de la géographie. Et puis, bon, bah, c'est raté. Hein. Quand on regarde l'image, on voit bien que c'est raté parce que là, en fait, l'enseignante, elle n'a pas du tout changé sa manière d'enseigner. Finalement, elle montre un globe terrestre. On peut imaginer qu'elle montre les hublots, mais non, elle montre un globe terrestre. Les élèves ne sont pas vraiment intéressés par les hublots, hein, sauf peut-être la fille qui est au fond de la classe, donc toujours ces élèves profs du radiateur qui ont toujours des comportements pas conformes à ceux qui sont attendus par l'enseignant. Et puis on se dit, bah, finalement, bah, là, l'innovation pédagogique, est-ce qu'elle a permis une amélioration des pratiques? Non, hein. Pas du tout, a priori. Donc, ça, c'est peut-être un premier mythe, c'est toutes les innovations ne se traduisent pas par une amélioration des pratiques. Alors, ici, on peut le comprendre, hein, quand on est en altitude dans un avion en 1933, quand on imagine le bruit, quand on imagine les trous d'air, on imagine bien que cet enseignant, on a plus compliqué la vie que faciliter sa pédagogie. Et donc, je ne vais pas mettre, comme on le fait souvent d'ailleurs, la responsabilité de l'échec sur l'enseignante. Je pense qu'elle était bien mal, la pauvre, d'enseigner dans cet environnement qui n'est pas forcément très favorable à enseigner la géographie finalement, surtout en 1930. Donc, voilà, ça m'amène à déconstruire ce premier mythe hein, entre l'innovation pédagogique, l'amélioration des pratiques, en disant, enfin, en prenant
la citation de Langlois, en fait, cette innovation, elle va prendre en fait du sens en fonction des finalités qu'elle poursuit. Deuxième mythe que je voudrais peut-être essayer de déconstruire, c'est l'idée que l'innovation, c'est une rupture avec le passé. Alors, il se trouve que effectivement, j'ai une formation de biologiste au départ. Je me souviens bien des questions qu'on avait en biologie sur l'innovation biologique en lien avec l'évolution. Et si on regarde l'évolution, j'ai pris un exemple ici qui est le membre antérieur des vertébrés, des vertébrés de différentes catégories. On voit des mammifères, on voit des reptiles, on voit des sélaciens. Quand on regarde le membre antérieur, en fait, il est toujours fabriqué de la même manière. Il est toujours fabriqué avec les trois, les trois os qu'on appelle le mérus, le radius et l'ulna. Et par contre, ce qui va être innovant dans cette affaire-là, c'est qu'ils vont avoir des formes différentes, ils vont conférer à ce membre antérieur des fonctions différentes. Parfois, ça sera une aile, parfois, ce sera une nageoire, parfois, ça sera une patte pour courir ou un bras pour s'accrocher. Et donc, il y a en biologie une continuité entre innovation et, et passé, et c'est la même chose en, dans le domaine pédagogique. Là, je vous ai mis une photo qui montre une jeune fille qui est dans sa classe, mais sa classe, elle y est toute seule, parce que c'est une Australienne dans les années 50. Elle habite dans une ferme qui est très éloignée des centres où on peut enseigner, donc elle bénéficie d'un enseignement à distance avec la radio, et elle communique par radio avec son enseignant. C'est ce qu'on appelait à l'époque the School of the Year. Donc l'innovation, elle naît d'une certaine manière, elle se situe d'un point de vue chronologique, et elle naît d'un existant et d'une tradition. J'ai été interpellé récemment par André Tricot, par une conférence d'André Tricot qui disait finalement, si on regarde les 100 dernières années, il n'y a pas eu vraiment d'innovation pédagogique. Tout avait été inventé il y a plus de 100 ans. Et donc, je me suis amusé à faire une petite recherche sur certaines idées pédagogiques qui sont souvent présentées comme récentes. Je pensais à l'apprentissage par projet. Et puis, c'est vrai, quand on regarde les ateliers des grands maîtres à la Renaissance, en fait, c'était de l'apprentissage par projet. Les élèves étaient autour du grand maître qui leur donnait un projet à réaliser. Et en réalisant ce projet, ils apprenaient des choses. Donc, ça, c'est effectivement pas nouveau. Je me suis amusé à réfléchir aussi à l'enseignement, l'évaluation par les pairs. Et puis, en fait bon, ça, c'est aussi quelque chose de très ancien. Ça a été inventé par le père Girard à Fribourg, justement, au 19e siècle. Et il avait mis en place un enseignement où les élèves des classes les plus avancées enseignaient aux élèves des classes les plus petites. Et puis, toujours pour rester en Suisse, je me suis amusé aussi à réfléchir sur la différenciation pédagogique. Est-ce qu'on en trouve des traces? Ouais, on en trouve des traces, effectivement, au 19e, 18e siècle, avec Pestalozzi, qui lui, avait, et ces gravures le montrent bien d'ailleurs, avait donc inventé la différenciation pédagogique dans le sens où il n'était pas question de faire vivre la même expérience d'apprentissage à tous les enfants, mais cette expérience était variable suivant les individus. Il y avait même des élèves qui apprenaient en autonomie pour les élèves qui étaient les plus avancés. Voilà, donc ça m'amène peut-être au dernier point. Souvent, on met l'innovation en regard avec une question technologique. Alors, j'y reviendrai, mais le premier exemple que j'avais pris montre bien que c'est pas non plus une question technologique, c'est une question pédagogique, cette innovation. Je vous renvoie vers les travaux de Larry Cuban, donc qui date déjà de 20 ans, hein, c'est pas nouveau. Et j'aime bien la manière dont Chevalard, déjà en 1982, définissait l'innovation. Il disait que c'était l'enrichissement de pratiques sociales. Donc, c'est pas une question technologique, mais c'est l'idée éventuellement d'utiliser la technologie. Mais ce qu'il visait, c'est l'enrichissement de pratiques sociales, c'est-à-dire faire des choses différentes, enrichir ce que l'on fait grâce à des technologies ou pas de technologie, mais enrichir des choses que l'on fait, par exemple, enrichir son enseignement. Et puis, je le disais, c'est une question de pédagogie, ça a été aussi bien développé, en particulier par nos collègues québécois à Sherbrooke. Voilà pour l'idée d'innovation. Alors,
je me suis amusé quand même à faire une recherche sur innovation pédagogique dans Ngram Viewer. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil, mais c'est un outil qui est assez intéressant. Ça me permet d'aller rechercher une expression, un mot dans une base de données qui est en fait Google Books, donc une grosse base de données de bouquins, et on peut voir quelles sont les occurrences de cette expression dans la littérature. Là, j'ai choisi la littérature en français entre 1800 et 2019 parce que ne permettait pas d'aller jusqu'à 2023, mais vous voyez que on parle d'innovation déjà au 19e siècle et surtout un peu au début du 20e, je pense à l'école nouvelle. Et puis là, à partir des années 60, là, il y a un grand intérêt pour cette question avec des fluctuations que je n'explique pas forcément, mais en tout cas, on voit que la manière dont enfin, la question de l'innovation pédagogique a intéressé de plus en plus de monde et a donc donné lieu à la publication d'ouvrages de littérature de plus en plus importante. Alors moi, je vais peut-être arriver à cette idée de qu'est-ce que c'est que pour moi l'innovation pédagogique. Alors, je me suis basé sur des points de vue qui sont dans la littérature. Là, j'ai pris je fais un peu un état de l'art de cette question. Et puis, ce qui ressort très bien dans la littérature, c'est la différence entre la réforme qui vraiment est institutionnalisée, enfin, qui vient de l'institution et qui est liée à une décision top-down, et l'innovation qui est plutôt présentée comme un processus qui est bottom-up. C'est-à-dire que c'est vraiment les innovateurs sont plutôt les pédagogues eux-mêmes. Ce qui ressort dans la littérature souvent aussi, c'est que c'est à la fois un processus et un résultat. On parle d'innovation pour ce que l'on a produit et on parle d'innovation comme processus. Et ce qui va m'intéresser, c'est plutôt le processus. C'est comment on met en place et comment on accompagne ce processus d'innovation avec en particulier un Learning Lab. Et puis ce qui ressort également, j'ai mis des travaux de liaison, mais je pense que Françoise Cros l'avait bien déjà dit, c'est l'importance du contexte. Innovation, ce qui est important dedans, c'est l'innovation, le neuf, mais c'est aussi surtout le in. C'est-à-dire que quand on parle d'innover, c'est-à-dire qu'on innove pour un contexte donné, en introduisant quelque chose de nouveau dans un contexte donné. Et ça va avoir une importance très forte dans les travaux que je vais vous présenter également. Alors, les points de vue aussi varient selon les niveaux auxquels on s'adresse et la manière dont on présente les choses. Par exemple, quand on lit le bouquin de André Tricot sur l'innovation, littéralité autour de l'innovation pédagogique chez Retz, on voit qu'il l'aborde surtout sous l'angle de l'amélioration de l'efficience des enseignements. Comment on peut améliorer l'efficience des enseignements et de l'apprentissage à partir de cette question. Mais on voit des choses aussi dans la littérature qui sont plus au niveau institutionnel. Là en particulier chez Babbage et Nedelko. Et puis, l'innovation, elle a été souvent présentée comme une adaptation institutionnelle. Donc, ça, c'est une tradition un peu néolibérale, d'une certaine manière. Mais j'aime bien aussi la manière dont François Cros retourne la question et dit finalement, c'est plutôt une réponse à une désadaptation sociale. C'est-à-dire que lorsque l'institution éducative sent qu'elle ne remplit pas son rôle et qu'elle est en danger, eh bien, elle met en œuvre des innovations, ou elle tente de mettre en œuvre des innovations de manière à répondre à cette désadaptation sociale. Et puis aussi des travaux que j'ai trouvé extrêmement intéressants, c'est des travaux qui disent finalement que l'important, c'est pas l'innovation en tant que telle, c'est peut-être de mettre en place d'abord une culture de l'innovation au sein d'une institution éducative, c'est-à-dire un ensemble aussi, par exemple, de valeurs autour de l'innovation, donc d'être clair sur ces questions. Du coup, moi, ça m'amène à me positionner par rapport à ça. Alors, la manière dont on s'est positionné, quand je dis ça, c'est l'équipe que je pilote aussi. Hein. On s'est dit, finalement, nous, il faut qu'on regarde le processus et la question de son accompagnement. Il faut qu'on regarde le contexte et qu'on prenne en compte ce contexte dans la manière dont on va travailler. Il faut aussi se dire que là, on est en train d'essayer de répondre à une problématique pédagogique en lien avec une adaptation
donc qui est rendu nécessaire. Et peut-être que je vais introduire de nouveau par rapport à ce que j'ai dit précédemment, c'est que ça va concerner l'enseignement, mais si on innove en enseignement, il faut penser qu'en même temps, il faut qu'on innove en apprentissage, ou du moins que les étudiants innovent en apprentissage. Si je mets en place un enseignement en ligne, j'ai intérêt à être sûr que mes étudiants seront capables de suivre un enseignement en ligne. Et évidemment, ça ne concerne pas que les enseignants, l'innovation, mais ça concerne également les étudiants. Et puis finalement, si on va plus loin, il faut aussi se dire, ben voilà, il y a différents niveaux à prendre en compte. Il y a un niveau individuel, je dirais, ça peut être l'étudiant, l'enseignant, ça peut être collectif, ça peut être un programme, puis institutionnel, ça peut être l'université ou toute autre institution éducative. Le constat aussi qu'on a essayé de prendre en compte dans nos travaux, c'est d'abord le constat de complexité. Quand on va parler d'innovation, il va falloir s'adresser à des individus, donc il y a des questions de psychologie individuelle, il y a des questions de relations interpersonnelles, il y a aussi des institutions derrière, donc on va voir le poids des institutions, le poids de l'organisationnel dans les institutions, puis plus largement des questions politiques qui peuvent être très locales. Bon, ça serait la Suisse, ou plus nationale, ça serait la France. Et puis enfin, il me semble que quand on parle d'innovation, il faut qu'on pense à voir comment c'est en lien avec l'apprentissage, non pas des individus, mais des institutions. Et j'aime bien cette idée aussi de François Cros sur l'idée que finalement, à un moment, enfin, c'est pas son idée, en fait, elle la reprend d'autres antérieurement, mais l'organisation devient finalement, grâce à l'innovation, un ensemble qui va être capable d'apprendre. C'est ce qu'on a appelé en France récemment l'école apprenante. Vous voyez que c'est une histoire quand même qui a déjà une trentaine d'années, qui a été formulée en français, en tout cas clairement depuis une trentaine d'années. Voilà un petit peu, ça c'était une longue introduction, simplement pour que vous compreniez un petit peu que la manière dont j'entrevois cette question d'innovation. Et maintenant, je vais rentrer directement dans le projet qui me concerne, c'est-à-dire le projet LETS, qui porte sur la mise en place d'un réseau de Learning Lab qui sera dédié à l'innovation pédagogique. Alors, tout est né d'une mise en place d'un consortium et d'un projet qui a pu être financé par la HESSO, la LENIGAS, pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord en Suisse. On a des incitations à mettre en place des projets avec différentes parties du monde en Suisse. Et là, c'était une incitation à travailler avec des collègues en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Donc, on a mis en place un consortium. Alors, au départ, c'était l'Université de Fribourg où j'étais présent et bon, j'ai déménagé. Ensuite, ça a été l'Université de Genève. Et mes collègues n'ont pas déménagé, enfin, pas tous, ils sont pas tous. Il y en a un qui a déménagé, c'est mon collègue de l'Université du Liban, l'AUL, pour des raisons que vous pouvez imaginer après les crises qu'il y a pu y avoir au Liban. Puis on a travaillé avec des collègues à Alexandrie et également des collègues à l'Université de Sousse. Voilà, donc on a mis en place ce consortium en se disant, ben voilà, il faut mettre en place des learning labs dans nos universités. C'est comme ça qu'on a vendu le projet. Donc, on s'est dit, on va le faire ensemble parce que ça serait intéressant dans la mesure où on a des contextes très différents. Évidemment, vous imaginez que les conditions ne sont pas du tout les mêmes au Liban et à Fribourg et encore moins avec Sousse. Donc l'idée, c'était quand même d'arriver à se dire, on va essayer de voir ce qui est générique et ce qui est spécifique. Et donc, on va essayer de travailler sur ces différents contextes pour voir à quoi on aboutit. Donc, le travail il a consisté à se rencontrer régulièrement et à avoir des activités ensemble autour de mutualisation d'activités de Learning Lab ou au contraire de faire des activités qui étaient spécifiques dans les différents Learning Labs et à mettre en place au préalable ces Learning Labs. La manière dont je vais vous donner quelques éléments de méthode. La manière dont on travaille, c'est la méthode, on va dire ADI, c'est une méthode d'ingénierie pédagogique que vous connaissez probablement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une étape d'analyse du contexte, analyse des différents éléments. Je vais revenir sur cette étape d'analyse où on essaye de comprendre où on va. Il y a une étape où on design, où
on réfléchit et on essaie de concevoir des choses, on essaie de concevoir un prototype. Et puis après, on le développe, ce prototype. Ça peut être du développement informatique s'il s'agit d'artefacts informatiques, mais dans le cas présent, ça ne sera pas le cas. Ça sera simplement la mise en place des Learning Labs. Et puis après, on les implémente, on les fait vivre et on revient sur l'analyse parce qu'on a recueilli des données pour comprendre ce qui s'est passé. Et tout ça, c'est guidé par des modèles et des concepts. C'est-à-dire qu'on a au cœur de tout ça des modèles, des concepts. Les modèles, sont des modèles d'innovation pédagogique, sont des modèles aussi de Learning Lab qui nous permettent de décider de quelles sont les orientations que l'on a. Avec ce cycle qui concerne principalement la conception, le design, l'implémentation, on a un deuxième cycle qui est un cycle qui est plus lié à la conduite de la recherche et qu'on a mis en place sur ce dispositif. C'est-à-dire qu'au départ, on a travaillé pendant la phase d'analyse sur une phase de co-problématisation. On a essayé de se poser la question de quels sont les problèmes que l'on adresse, quels sont les modèles qui nous permettront d'adresser ces problèmes, comment on les problématise, ces questions. Ensuite, on a, dans ce cycle d'évaluation aussi, conçu les outils que je vais vous montrer de collecte de données pour aller vérifier que tout allait bien dans notre affaire et essayer de mesurer un petit peu les effets de ce que l'on fait. On a développé ces outils, évidemment, en même temps qu'on développait les Learning Labs. Donc, ça veut dire que l'évaluation, elle fait partie intégrante du dispositif. Puis, bon, au cours des activités qu'on a mises en place, on a collecté des données, ce qui nous a permis, comme je le disais à quelques instants, de revenir sur les analyses que l'on avait faites et puis finalement de revenir sur le design et de redesigner nos Learning Labs. Voilà un petit peu le cycle pour ce qu'on appelle la recherche orientée par la conception. J'ai détaillé tout ça en particulier dans le dernier bouquin que j'ai publié, mais dans un article en 2015 avec Réjean aussi. Alors, sur l'analyse, comment on a procédé? On a procédé déjà en faisant un peu un état de l'art de ce qui existait comme Learning Lab. Alors, malheureusement, je n'ai pas mis le Learning Lab de Montpellier. Je n'avais pas de photos sous la main, mais j'en ai mis quelques-uns ici. C'est un peu des Learning Labs à l'époque qu'on avait regardé pour voir ce qui se faisait, en particulier à Louvain-la-Neuve, à Grenoble et à Orléans. On avait pu constater en particulier que le terme initial qui était utilisé plutôt à la fin des années 90, début des années 90 même, c'était le terme de Living Lab, c'était qui est devenu un peu plus tardivement le terme de Learning Lab. Et en fait, ce qu'on a vu aussi en faisant cette analyse, c'est qu'en fait, le terme, l'expression recouvrait des réalités qui étaient très, très, très différentes. Très peu documenté par la littérature scientifique. On trouve des choses sur des sites internet, on trouve des choses sur des blogs, on trouve mais peu de travaux de recherche sur ces questions, ce qui fait qu'on parle de choses là qui sont assez floues. Et il faut se méfier quand on parle de Learning Lab, c'est qu'on a toujours le risque d'être mal compris d'une certaine manière. Alors, la manière dont on a analysé les besoins et défini les objectifs dans nos différents contextes, ça a été d'abord d'analyser le contexte global. On a regardé un petit peu dans chacune de nos universités quelles étaient des questions socioculturelles, socio-économiques et professionnelles. On a regardé les institutions voisines aussi pour voir s'il y avait des synergies potentielles, des partenariats que l'on pouvait mettre en place. Par exemple, pour l'université de Fribourg, ça conduit à mutualiser le Learning Lab avec une école d'ingénieurs. On a essayé de regarder ce qui se passait dans une institution du point de vue de la culture de l'innovation. Du point de vue du soutien à cette innovation, comment l'institution définit, comment elle l'encourage, comment elle la reconnaît, comment elle pérennise les actions. Là, ça nous a permis aussi de déposer d'autres projets de recherche pour travailler avec nos collègues de l'université de Fribourg et renforcer nos moyens. Et puis, on a regardé aussi quels étaient les acteurs qui pouvaient être impliqués en analysant leurs besoins, leurs attentes, les rôles qu'ils peuvent ou doivent jouer.
Alors, pour faire ça, on a conduit quelques entretiens semi-directifs. Ça a conduit, par exemple, à conduire un entretien avec le concierge, un concierge de l'Université de Fribourg, parce qu'on avait besoin de son avis. C'est parce que les locaux, c'est super important dans cette affaire-là. Bon, il n'a pas voulu participer plus loin que cet entretien, mais pour la plupart des acteurs, enfin, pas pour la plupart, pour les acteurs qu'on a sélectionnés in fine, qui nous semblaient un peu représentatifs des acteurs qu'on pouvait jouer, on pouvait compter dans cette affaire. En fait, on a fait cette analyse en les impliquant dans la conception du Learning Lab. C'est-à-dire qu'on les a impliqués dans les travaux, et en particulier les travaux, les réunions, des ateliers au cours desquels on a essayé de définir ce qu'on allait mettre dans ce Learning Lab. Donc, on a mobilisé des enseignants, des étudiants, on a mobilisé des architectes aussi, on a mobilisé des gens qui sont directement en prise avec l'innovation, pas forcément pédagogique, mais plus largement. Et puis aussi un vice-recteur qui est venu travailler avec nous pour qu'on ait vraiment la vision institutionnelle de cette affaire. Et ces ateliers, ce sont des ateliers de design thinking, en fait, je pense que vous connaissez le terme, hein, on se met autour d'une table et on utilise des méthodes qui permettent un petit peu de booster notre créativité pour essayer d'imaginer ce Learning Lab. Alors, pas simplement sur les aspects architecturaux, bien sûr, même si des Learning Labs avaient été réalisés en Lego pour arriver à essayer de réfléchir à ce qui allait être mis en place, mais également sur qui sera concerné et sur différentes questions qui étaient importantes. Et en particulier, on a débuté les ateliers de design thinking avec un modèle de Learning Lab que je vais vous présenter dans quelques instants. Ah bah, il arrive, donc voilà. Donc c'est un modèle qui a émergé de nos travaux à partir des ateliers et en amont des ateliers de design thinking. Alors c'est le modèle dont je parlais et qui était au centre de mon schéma tout à l'heure de conduite de la recherche. Alors, ce modèle, il va finalement être là pour répondre à des objectifs qu'on a qualifiés d'objectifs généraux. Nous, quand on a réfléchi à ce que ça pouvait être un Learning Lab par rapport à nos contextes, c'était commun pour les différentes universités. On était tous d'accord pour dire, quelle que soit l'université dans laquelle on travaille, ce dont on a besoin, c'est donc d'offrir aux étudiants et aux enseignants donc un espace et des activités où ils vont pouvoir découvrir, expérimenter, développer de nouvelles pratiques. Quand je dis développer, c'est concevoir. Ça veut dire ils vont eux-mêmes imaginer de nouvelles pratiques d'apprentissage et d'enseignement. C'est important, l'apprentissage et d'enseignement, de penser les deux volets, comme je le disais tout à l'heure. Et c'était, également en lien avec l'usage des technologies numériques, parce qu'en parallèle, on avait des projets qui étaient là pour on va dire, valoriser des compétences numériques chez nos étudiants. Il y avait cette demande institutionnelle, donc on avait mis les technologies numériques en amont, mais on pouvait aussi imaginer dans le Learning Lab des choses qui n'étaient pas du tout technologiques. Ce qui était ressorti de nos travaux, c'est aussi qu'on travaillait tous en silo et qu'il fallait favoriser les interactions entre les corps universitaires, principalement les étudiants et les enseignants. On s'est aperçu qu'ils finalement, ils n'avaient pas tellement d'occasion de se parler. Et puis aussi favoriser les interactions entre les différents départements, les différentes facultés, parce que il y avait forcément des choses à partager du point de vue des pratiques pédagogiques. Et ça, ce n'était pas si évident à faire que ça. Par exemple, il y a une question toute bête qui s'est posée au départ, c'est où on met où ce Learning Lab? Est-ce qu'on le met dans la fac d'éducation? Est-ce qu'on le met à la bibliothèque? Est-ce qu'on le met... Voilà, il y avait des choses comme ça. Et puis, comment on va faire à un moment pour que tout le monde ait envie de venir et qu'on n'ait pas l'impression que simplement ce soit un outil d'une faculté donnée. Alors, ça veut dire que ça va bousculer aussi un peu les choses du point de vue des locaux, mais ça va bousculer les choses d'un point de vue de l'organisation de l'institution. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure, mais quand on commence à mettre des choses interfacultaires, alors ça existe, des centres interfacultaires, mais c'est toujours un petit peu compliqué dans nos institutions.
Et puis, il y avait un objectif général que je n'avais pas complètement vu venir au départ, mais qui était finalement très important pour l'institution, de manière générale, c'est de dire, ouais, on veut valoriser et visibiliser l'engagement de l'université et du corps universitaire dans les projets d'innovation pédagogique. C'est-à-dire qu'on veut que tout ça soit très visible et que l'établissement soit effectivement identifié comme un établissement d'enseignement qui va attirer des étudiants justement parce qu'il utilise des méthodes pédagogiques intéressantes et que ça se voit bien localement et même à l'international. Voilà les objectifs généraux. Ça nous a amené aussi c'est l'article que mentionnait Manuel tout à l'heure, ça nous a amené à définir un learning lab. Alors, vous verrez que dans la définition, on n'a pas mis le mot innovation parce que le terme est tellement aussi connoté avec ces mythes que j'ai présentés tout à l'heure. On s'est dit, on va pas prendre le risque de mettre le terme innovation qui risque d'être mal compris et surtout qui risque de déclencher du rejet de la part de certaines personnes qui considèrent que l'innovation, c'est souvent justement quelque chose qui relève de on va dire, d'une injonction. Donc, on a dit, on a développé un modèle tridimensionnel dans le sens où on pense que c'est à la fois un espace physique, enfin, pardon, je reviendrai sur les trois dimensions. En tout cas, c'est un espace physique, pas simplement, mais numérique. Alors, le Covid nous est tombé dessus, nous aussi, à peu près à ce moment-là. Donc, on s'est dit, ben oui, on va tout passer à distance. Et on s'est bien aperçu que si on ne doutait pas au départ que ce n'était pas simplement physique, les espaces, mais c'était numérique et c'était nécessaire. Puis c'était surtout humain, parce qu'il fallait avoir des gens dans ces espaces. Et de manière à offrir aux enseignants, aux étudiants et aux chercheurs en éducation, parce qu'on a essayé de valoriser la dimension recherche dans ces Learning Labs. Donc, c'est pour ça qu'on a souligné la recherche en éducation. Et cette possibilité, donc, d'observer, d'échanger, d'expérimenter et d'évaluer les méthodes d'apprentissage et d'enseignement à l'université. Voilà un petit peu la définition à laquelle on a abouti et qui était une définition qui nous allait bien, que ce soit à Alexandrie, à Sousse, à Beyrouth ou à Fribourg et ensuite à Genève. Donc voilà ce modèle. Hein, on l'a défini avec trois dimensions. Quand on met en place un learning lab, il va falloir penser à ces espaces, il va falloir penser à ces activités, il va falloir penser à la communauté. Donc je vais essayer de dérouler ça pour vous montrer un petit peu la manière dont on l'a organisé. Je regarde l'heure pour vérifier que je ne dépasse pas trop. Alors, d'abord la communauté. Alors, je le mets en premier parce qu'on s'est aperçu très vite que notre problème, ça allait être au départ de mobiliser une communauté. Alors, il fallait déjà l'identifier. Hein. Le public cible, bon, il a été assez bien identifié, enseignants, étudiants en particulier. On a mis autres parce qu'on s'est aperçu que dans certains cas, d'autres personnes pouvaient être intéressées à ce qui se passait dans le Learning Lab. Par exemple, une entreprise qui a besoin de travailler avec des enseignants, des étudiants sur un dispositif. Donc, on l'a laissé ouvert à d'autres que les enseignants et les étudiants qui sont la cible principale. Et ce qui ressort de cette communauté, surtout, c'est qu'on a défini différents niveaux d'implication. Alors, il y a des simples visiteurs qui passent, ils voient la porte ouverte, ils viennent, il y a la lumière, il y a un café, ils rentrent, ils viennent nous voir ou ils viennent juste assister à une présentation. Il y a les participants qui vont s'impliquer, par exemple, en participant à des échanges. Puis il y a les vrais contributeurs, ceux qui vont produire des activités qui ne sont pas simplement les personnes régulières du Learning Lab, mais également des personnes qui peuvent être invitées, par exemple, à organiser un workshop sur une question donnée. On s'est focalisé sur les compétences visées de ce public et de cette communauté et on a essayer on a utilisé des référentiels de compétences numériques parce qu'on avait besoin de développer des compétences numériques. On a utilisé le référentiel européen, le DIGCOMP, mais on a aussi insisté sur d'autres compétences qui sont plus transversales, comme le développement des capacités d'interagir socialement et en particulier de collaborer. Il y a des questions aussi autour de la flexibilité des étudiants ou des enseignants par rapport à leur pratique d'apprentissage ou d'enseignement. Et puis, il y a la question de la créativité qui était centrale, hein, de trouver des solutions pour effectivement amener à une grande créativité pour imaginer des solutions intéressantes. En ce qui concerne les activités, alors on en a fait beaucoup.
Là, j'ai mis des activités à Fribourg, me semble-t-il. Ouais, c'est ça, la plupart sont à Fribourg. Certaines sont en collaboration avec des activités qu'on a mises en place aussi au Liban ou à Alexandrie ou en Tunisie. Euh, alors, je vais en présenter quelques-unes d'activités, mais Lunch and Discover, comme ça s'annonce. En fait, c'est vraiment un moment sur le temps de repas où on amène son sac avec son repas et on mange en discutant d'une question donnée. Des activités de design collaboratif, c'était des activités au cours desquelles des enseignants, des étudiants étaient amenés à travailler ensemble pour essayer d'imaginer le prochain cours qui serait mis en place. Les infox, c'est un moment, c'est un travail qui a été fait par des collègues qu'on a mobilisés pour dire attention, il y a des mythes autour du e-learning, c'est le Covid, et les gens croient à certaines choses qu'il faudrait déconstruire. Donc, on leur a demandé d'écrire des billets de blog autour de ça. Je vais présenter Hello Robot tout à l'heure. Bon, voilà. Et on a fait aussi des escape games parce qu'il y avait un intérêt pour ce type d'approche. Alors, Omnivus, c'est un escape game qui permet de développer les compétences numériques, en particulier des enseignants, apprendre à découvrir certains outils numériques et voir comment on peut les utiliser. Voilà pour les types d'activités. Je vais peut-être regarder ce qui est général dans les activités. Alors, ce qui est général, c'est vraiment toujours les objectifs. Ça permet la découverte, l'observation, l'expérimentation, l'évaluation d'une pratique pédagogique. Alors, c'est où et est, hein, ça dépend des cas. Parfois, c'est juste une découverte. Parfois, mais on veut aller dans ce Learning Lab à une situation pour laquelle on va aussi expérimenter des choses. Il y a les activités qui vont répondre forcément à des objectifs généraux du Learning Lab, mais aussi à des objectifs d'apprentissage très spécifiques qui seront évalués d'une certaine manière. On va essayer d'organiser les choses selon des modalités innovantes pour pas lasser les gens et pour leur donner envie, enfin pour avoir aussi une certaine isomorphie entre ce que l'on prône et ce que l'on fait. Et par exemple, en introduisant du jeu dans la manière dont on interagit. Et puis, il faut que cette activité, elle permette le partage des échanges. C'est-à-dire, c'est pas question qu'on ait simplement des conférences sur les bonnes méthodes pédagogiques. Encore une fois, c'est en lien avec ce que je disais précédemment, ça va être rendu très visible, de manière déjà à attirer du monde, mais ensuite valoriser la participation des personnes à ces activités. Toujours centré apprenant, quand c'est centré apprenant, il y a toujours quelqu'un qui apprend dans ces activités, ça peut être un enseignant, ça peut être un étudiant ou les deux. Et puis, parfois, c'est juste un one-shot, et puis parfois, il y a des séries d'activités qui peuvent avoir lieu. Et puis, toujours ces activités sont évaluées. Je te montrerai aussi comment tout à l'heure. Alors, voilà quelques exemples. Lunch and Discover, bon voilà, 45 minutes, hein, on en a organisé quelques-uns et on avait des moments qui étaient vécus comme des moyens vraiment de rencontres informelles. Et puis, avec chaque fois, par contre, une thématique qui était en lien avec les besoins du moment. Par exemple, il y a eu un moment la question très chaude qui était l'évaluation à distance, comment on fait, hein. Et donc, on a organisé un Lunch and Discover qui était en mode hybride, d'ailleurs, à une partie qui personne était présente, une grande partie était à distance. Et il y a un expert de l'évaluation qui est venu un petit peu nous guider dans notre réflexion sur quelles sont les alternatives au contrôle des Zooms des étudiants pour l'évaluation et montrer qu'il fallait repenser d'une certaine manière l'évaluation à distance. Mais on a eu aussi des participants qui ont apporté un petit peu leur pratique par rapport à ça et qui les ont mises à la discussion et il y a eu des échanges autour de ces questions. Une deuxième activité qui là était plus orientée cette fois-ci du côté des étudiants. Les étudiants ne sont pas toujours très faciles à attraper. Donc, comme on avait des robots de téléprésence à Fribourg, on les a lancés dans les couloirs et les robots sont partis à la rencontre des étudiants et pour parler d'une thématique qui était en fait un outil numérique qui était recommandé par l'institution pour les étudiants et qui était finalement peu utilisé. Donc, les robots sont allés discuter avec les étudiants, leur faire découvrir l'outil, leur faire essayer l'outil. Et donc,
c'était une façon de toucher les étudiants. Vous voyez que l'activité, là, elle ne se déroule pas forcément dans le Learning Lab proprement dit, mais elle se déroule dans l'université, dans les couloirs de l'université. Le robot de téléprésence, c'est ce qu'on voit à gauche. Hein. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est juste moi je dirais un zoom à roulette. C'est un iPad avec un zoom et simplement la personne qui l'utilise peut se déplacer et choisir où elle se déplace. Je vous le disais tout à l'heure, on a fait des activités autour des mythes sur l'apprentissage à distance. On a demandé à des experts d'intervenir. C'était intéressant parce que bon, ils ont fait des articles de blog qui sont extrêmement intéressants. Je trouve, d'ailleurs, ça va devenir un ouvrage qui va être publié cette année. On a poursuivi le travail sur cette question de mythe autour de l'apprentissage à distance. Ces billets de blog ont été vraiment très lus. Alors, à l'université, oui, mais aussi à l'extérieur de l'université. Donc, ça remplissait bien l'objectif de rendre visible aussi l'université comme une université innovante. Et là, c'était vraiment, par contre, simplement des experts qui viennent donner leur point de vue sur une question chaude par rapport à ce qui se passe en temps de pandémie. Alors j'en viens à la question de l'évaluation des activités qui est cruciale. Et on a travaillé, enfin on a publié, enfin on a soumis un article autour de cette question en tant que tel. On a réfléchi, mais comment on peut évaluer cette affaire-là? En fait, on a repris les dimensions de Tricot hein, sur utilité, utilisabilité et acceptabilité. Et on a donc utilisé différents outils pour mesurer ces différentes dimensions. Alors déjà, on avait un plan d'activité, donc c'était une espèce d'analyse a priori. L'utilité, c'est simplement quels sont les effets on va dire, de cette activité sur l'apprentissage ou sur l'enseignement. L'utilisabilité, est-ce que vraiment la manière dont on a conçu notre activité, ça permet de bien répondre aux contraintes que vivent les personnes et l'acceptabilité, c'est l'ensemble de ces dimensions. Donc, le plan d'activité en soi, le fait de décrire finement les activités qui étaient décrites dans des documents partageables permettait déjà de mesurer l'utilité et l'utilisabilité de ces dimensions. Et si on mesurait que ça n'allait pas, on ne mettait pas en place, hein, évidemment, on révisait notre façon de faire. On a utilisé également le formulaire d'inscription aux activités, parce qu'il y avait presque toujours un formulaire d'inscription dans lequel on demandait en particulier les besoins, les attentes, et on regardait l'utilité de notre activité par rapport à ses besoins et ses attentes. On a regardé l'utilisabilité par rapport par exemple, aux moyens de communication, est-ce que ça avait bien marché? Et puis regarder également les raisons de la participation, les motivations, l'intérêt par rapport aux valeurs des individus. Enfin, on avait un formulaire d'inscription qui était standardisé, qui permettait de mesurer ces différents points. Après l'activité, on envoyait un questionnaire, donc on appelle un questionnaire de feedback, qui permettait de mesurer le niveau de satisfaction, des avis aussi sur la durée, la plage horaire, etc. Et puis, ça permettait également de répondre aux questions d'utilité, d'utilisabilité, d'acceptabilité. Et puis, dans certains cas, on a fait aussi des entretiens semi-directifs avec certaines personnes qui ont été sélectionnées, qui acceptaient de répondre, de manière à essayer de comprendre en quoi nos activités elles étaient pertinentes. Et puis, on a fait des observations dans les activités elles-mêmes pour essayer on a pris de notes de manière à pouvoir mesurer ça. Donc, vous voyez un petit peu le dispositif qui a été mis en place, et ce n'est pas a posteriori, hein, c'est vraiment déjà a priori, avant même de lancer l'activité, tout est en place, et a posteriori aussi, on va mesurer des choses. Alors, ce qu'on évalue, c'est 3 niveaux, en fait, et c'est là que ça complique un peu les choses. C'est le Learning Lab en général, c'est les activités du Learning Lab, et puis c'est les compétences. Donc, c'est 3 niveaux d'évaluation qu'il va falloir distinguer. C'est pas tout à fait la même chose que de mesurer ces trois niveaux. Donc, on a vraiment essayé de trouver des façons non traditionnelles pour cette évaluation. On a essayé de faire des méthodes qui n'étaient pas trop invasives, mais plutôt partenariales, c'est-à-dire qu'on a vraiment impliqué les personnes dans l'évaluation en leur demandant de collaborer à cette évaluation. Ils avaient en particulier les résultats des évaluations, c'était important.
Et puis, l'idée aussi que l'évaluation, c'est pas simplement un but en soi, mais c'est aussi, en fait, d'une certaine manière, une façon d'engager le participant dans une démarche réflexive. Cette évaluation, c'est un moyen aussi de développer des compétences. Bon, je l'ai dit, on a fait une évaluation systématique et méthodique. Pas tout, pour être très honnête, pas toujours. Il y a eu des petits ratés, mais globalement, oui, il y avait une évaluation systématique et méthodique. Et puis, l'idée aussi, c'était de renvoyer ça vers l'institution. Il y avait un groupe de pilotage et l'idée, c'était de leur montrer, en particulier au niveau du rectorat, qu'il y avait des choses qui étaient faites et qui semblaient fonctionner. Puis quand ça ne fonctionnait pas, on le disait et on expliquait comment on avait réalisé notre affaire. Voilà, ça c'était pour les activités. J'en viens aux espaces et je les ai mis exprès à la fin parce que c'était peut-être pas les choses les plus importantes finalement d'une certaine manière, dans le sens où de toute façon ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place ces espaces à cause du Covid, mais pour d'autres raisons et ça a été vrai pour tous les partenaires. Alors ça s'est pas du tout fait à Beyrouth. Enfin, il y avait des espaces qui étaient utilisés, mais ils n'ont pas été aménagés spécialement. Par contre, ça a été fait beaucoup à Sousse et beaucoup également à Fribourg. Je vais vous montrer un peu des photos. Donc là, les espaces, il y a les deux espaces, hein, espace numérique, espace physique. Sur l'espace numérique, en fait, on a bricolé, on a utilisé les outils institutionnels, comme les gens utilisaient Teams et Moodle. Bon, on a utilisé Teams et Moodle pour déposer des documents, pour qu'ils puissent y accéder facilement. Tout le monde à l'université pouvait y aller, ça allait bien. Teams, parce que tout le monde on avait une licence Teams qui était bien et ça allait bien. Et puis on a aussi un site internet qui permettait de diffuser les informations. Ça, je ne vais pas revenir là-dessus, je vais regarder les espaces physiques. Alors, en fait, on est arrivé à ce modèle qui pour nous était le modèle idéal par rapport à nos objectifs avec 4 espaces. Alors, il y avait un espace qu'on a appelé le living space. C'est pas moi qui donnais les noms, donc c'est pour ça qu'il y a des anglicismes. Je n'aurais pas fait ça, mais c'est mes doctorants qui sont très anglophones et qui aiment ça. En tout cas, c'est le living space, c'est vraiment un espace où on accueille les gens. C'est-à-dire que c'est un espace où la porte est ouverte, on rentre, c'est peut-être juste pour boire un café, mais on vient découvrir. Et puis c'est là où on pourra mettre en place, par exemple, des petits séminaires, des démonstrations, des échanges informels, des choses comme ça. On a un espace qu'on a appelé Teaching and Learning Space. L'idée, là, c'était vraiment de mettre un endroit pour faire de l'expérimentation pédagogique, c'est-à-dire de mettre un endroit dans lequel on avait les moyens à la fois de moduler la manière dont le mobilier était en place, de moduler l'espace, et puis d'enregistrer, de capter des données dans cet espace. Le Project Space, c'est un espace qui est un lieu qui est spécifiquement dédié à des réunions, à des workshops pour que les gens travaillent ensemble sur des projets, donc qu'ils puissent se rencontrer et travailler ensemble. Puis on avait besoin aussi, et on l'a accroché à ce Learning Lab, proprement dit, d'un Fab Lab pour finalement faire du making, en fait, pour que les gens puissent aient des outils pour réaliser des objets. Alors voilà le plan. Alors là, le plan, il a été contraint évidemment un peu par la configuration des locaux qui nous ont été attribués, mais on avait vraiment une très très grande salle qui a été partagée, donc comme je vous l'ai dit, en quatre parties, ces 4 espaces. À gauche, il y a le Teaching and Learning Space. Au milieu, c'est le Living Space. À droite, c'est le Project Space. Et en dessous, c'est le Fab Lab, une pièce séparée. En tout cas, on peut fermer les accès. Les autres communiquent, mais là, on peut fermer les accès parce qu'il y a des outils qui sont fragiles et qu'il ne faut pas qu'on utilise n'importe comment. Bon, ça donne ça maintenant à Fribourg. Je suis désolé de vous montrer une photo sans personne à l'intérieur. C'est un peu bizarre, mais c'est pas exactement ce qu'on avait prévu sur notre plan, mais pas mal d'idées ont été retenues quand même. Je l'ai pas vu, pour être très honnête, parce que ça a été réalisé très très récemment. Ça a mis plusieurs années à être mis en place, et c'est ce qui fait que nous, quand on a mis en place les activités, on les a mises en place dans notre labo, où il y a justement des espaces qui ressemblent à ce qu'on voulait créer, et on a pu adapter nos locaux pour faire on va dire un learning lab prototype pour travailler. Alors, d'ailleurs, on le voit ici sur notre labo provisoire à droite. On voit des étudiants là, qui sont en train de travailler dans un cours. En fait, on est en train de tester une façon de travailler.
Et là, donc, la salle, alors, elle est carrée, c'est exprès. Parce que quand on a une salle carrée, c'est un peu plus compliqué de faire un cours où on met les tables en rond poireau. C'est une salle qui est équipée avec des tables de mobilier très mobiles, pas forcément, vous voyez, les chaises ne sont pas forcément à roulettes avec enfin, ce qu'on voit habituellement dans les learning labs, mais par contre, elles sont très légères et très solides. Il y a des poufs aussi, parce que souvent, c'est plus facile de déplacer les poufs que les chaises, puis les étudiants aiment bien. On a des outils de commodalité comme les robots de téléprésence que vous voyez. On a aussi des cintres soufflés qui sont des tableaux blancs, enfin des tableaux, pardon, des écrans interactifs qui permettent de remplacer avantageusement un tableau blanc ou un vidéoprojecteur. Et en tout cas, les Samsung Click permettent d'être posés à différents endroits de la salle. Ça évite de fixer l'endroit où se fait la projection. Et tous les murs sont des tableaux blancs. C'est pour ça qu'il y a un étudiant là, qui est debout en train de monter sur une chaise pour écrire sur le tableau parce que ça monte à 2,50 m. Là, c'est le living space. Là, c'est vraiment l'espace d'accueil, je vous le disais, avec cette idée qu'on a des tables, des manches debout, on a une estrade, on a encore du mobilier qui est modulable, mais c'est l'idée d'un endroit qui va être reformaté selon les situations. Ça peut être utilisé pour un atelier, pour une présentation, mais c'est souvent utilisé simplement comme un espace d'accueil avec une estrade où on peut se poser et discuter et travailler ensemble. On avait voulu mettre un toboggan, un gros toboggan rouge qui descendait. On s'était dit que quand ils partiront, les étudiants du Learning Lab, ils partiront en toboggan. L'idée, c'était de visibiliser les choses. On a un bâtiment très noir, en fait très beau, mais très noir. Et on se disait qu'un beau toboggan rouge qui descendrait du bâtiment, bon, ça n'a pas été retenu finalement par le rectorat qui n'était pas complètement convaincu que c'était la bonne façon de faire. Là, vous avez le plan du Project Space. Là aussi, un espace avec des endroits où on peut s'isoler pour travailler ensemble à 3 ou 4, de manière à s'isoler phoniquement, et puis un accès direct vers le Fab Lab qui permet donc, lorsqu'on a besoin de travailler sur la conception. Je vous montre le Learning Lab de l'Université de Sousse, qui est un Learning Lab en travaux, là, mais pour montrer que les choses ont avancé, même dans des pays qui rencontrent en ce moment de grandes difficultés. En tout cas, c'est un Learning Lab qui est très, très actif. Ils ont un groupe Facebook. L'espace numérique, c'est la partie justement Facebook, et c'est vraiment très impressionnant le nombre d'activités qui sont conduites dans ce Learning Lab. Je vais conclure cette présentation, peut-être d'abord en vous parlant de ce travail qui est intéressant lorsqu'on s'intéresse au Learning Lab et à l'innovation pour finalement cartographier ces méthodologies d'innovation. Alors, en fait, l'innovation, il y a plein de façons de faire. Il y a des innovations qui sont centrées utilisateurs. Donc, ça, c'est un peu ce que font, par exemple, les concepteurs de technologies éducatives qui font des approches centrées utilisateurs où ils vont mettre ils vont utiliser les utilisateurs comme sujet d'étude. En tout cas, ils vont les interroger pour développer des innovations qui sont bien adaptées à ces utilisateurs. Il y a aussi l'innovation qui est pilotée par la conception. Donc là, c'est vraiment des concepteurs qui sont autodéclarés ou qui sont proposés par l'institution, qui vont prendre l'initiative et qui vont chercher des nouvelles solutions. Il y a l'approche participative où tout le monde collabore pour arriver à essayer de se lancer dans un processus de co-création. Et puis là, on a vraiment, pour nous, dans les Learning Labs, un processus qui est piloté, enfin, c'est ce vers quoi on essaie de tendre, c'est un processus piloté par l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on veut vraiment que l'utilisateur soit le moteur du processus d'innovation, ce qui fait qu'on crée le contexte pour qu'il soit dans un lieu où il peut prendre le lead sur ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on veut disparaître, en fait, de ce Learning Lab. Les enjeux et les défis, alors, il y en a 4 qui nous semblent très, très importants. Bon, la question d'évaluation, c'est pas facile. Et je pense en particulier à une évaluation qui va permettre à un moment de renvoyer vers l'institution des informations qui lui permettent de dire, OK, on a dépensé beaucoup de francs dans cette affaire-là, mais c'est utile pour l'institution et ça, il ne faut pas le négliger. Nous, on était effectivement très attentifs à ça. C'est important. Le défi, c'est aussi de mobiliser la communauté. Là, il y avait un gros travail qui a été fait par mon équipe, en particulier par mes doctorants, pour essayer de trouver des méthodes, des moyens pour faire en sorte qu'on arrive à créer vraiment une communauté apprenante autour de
de ce Learning Lab. Ils sont plutôt bien parvenus, mais ils ont déployé beaucoup de stratagèmes, comme d'aller, par exemple, avec ce petit robot, rencontrer les étudiants et les motiver. On s'est aperçu de quelque chose qui était très important, c'était la question de l'institutionnalisation de ce Learning Lab. En fait, comme c'était nouveau au sein de l'institution, ben, c'était une espèce d'extraterrestres là au milieu et il y a eu un gros travail à faire auprès en particulier du rectorat, mais aussi auprès de tous nos collègues pour leur montrer que ben, c'était quelque chose d'utile, interfacultaire et qui prenait sa place. D'autant qu'on a marché sur les plates-bandes de plein de gens. On a marché sur les plates-bandes du Centre de technologie éducative qui normalement a tendance enfin qui est là pour promouvoir l'usage du numérique à l'université. On a marché sur les plates-bandes du Centre de didactique qui formait les enseignants. Donc, on s'est retrouvé en face de gens qui nous ont regardé en disant mais qu'est-ce que vous venez faire ici, c'est pas chez vous, c'est chez nous et allez voir ailleurs. Alors, en tout cas, la solution, ça a été, pour institutionnaliser, ça a été de les impliquer dans le Learning Lab, c'est-à-dire leur donner une place et de les impliquer complètement là-dedans. D'ailleurs, c'est le Centre des nouvelles technologies éducatives, depuis mon départ, qui a repris le pilotage du Learning Lab. Et puis, ben, le défi, c'est innover non pas simplement à partir du Learning Lab, mais innover en créant des structures d'innovation qui sont intéressantes. Donc, c'est la mise en adine de notre affaire. Voilà, tout ça, c'est très détaillé dans l'article que Manuel a cité tout à l'heure. C'est aussi sur un site. Et en particulier, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'être opérationnel, enfin, on a essayé de rendre les choses opérationnelles en rédigeant un cahier des charges d'un Learning Lab qui est téléchargeable sur le site pour vous raconter toute l'histoire que je viens de vous raconter ici, un peu plus en détail. Toutes les activités sont documentées. Vous avez les outils d'évaluation. Vous avez plein de choses que vous trouvez sur ce cahier des charges que vous pouvez retrouver sur le site. Et puis, je remercie beaucoup mes collègues de Tunisie, d'Égypte, du Liban et de Suisse aussi, qui ont participé à cette belle aventure qu'on a eue ensemble. Voilà, je vous remercie vous également d'avoir été patient et de m'avoir écouté jusque-là. Et je serais très heureux s'il y a des questions qui sont soulevées par mes propos. Merci beaucoup. J'arrête l'enregistrement.